Bonjour à tous, Nadine Morio du Cariforef. Donc, on est ensemble ce matin pour discuter de dispositifs de formation par l'employeur au moment du recrutement. Donc, on va regarder ensemble un panel de différents dispositifs à une période où le marché de l'emploi est ce qu'il est, c'est-à-dire avec un taux de chômage historiquement bas. Ces dispositifs apparaissent comme des solutions pour pouvoir recruter des personnes qui n'ont pas a priori le profil attendu par l'entreprise, mais pouvoir les accompagner vers. Donc, on va s'attacher à vous donner des grands points de repère sur, on va dire, 3 familles de dispositifs. Donc, la première famille, c'est des dispositifs que les personnes réalisent avec un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Donc, les dispositifs AFPR, Parcours TPME, POI, qui nous seront présentés par Daniel Coine, Sylvie Blanchet et Patricia Rochard de Pôle emploi. Ensuite, on parlera d'un dispositif d'alternance, le contrat pro que vous connaissez, mais dont vous connaissez peut-être un peu moins une forme qui date de la réforme de 2018, qui est le contrat de pro expérimental et qui permet que la formation soit réalisée tout ou partie par l'employeur. Ensuite, on passera à un nouvel arrivé dans le paysage, le parcours emploi tutorat par Emmanuel Zarka de la région. J'ai oublié de dire que le contrat de pro expérimental nous sera présenté par Loïc Levoyer d'Acto. Et pour finir, on fera un petit zoom sur un autre dispositif de contrat de pro par l'employeur dispensé par Acto depuis plusieurs années, qui s'appelle le Prodiat, sur lequel il y a aujourd'hui pas mal d'ancienneté, donc de retour d'expérience et un accompagnement pédagogique vraiment important. Donc voilà, on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur ce dispositif Prodiat. Donc, outre vous permettre d'avoir cette vue d'ensemble sur des dispositifs qui ont ce point commun, on va aussi s'attacher à identifier finalement dans quelles conditions c'est des dispositifs qui peuvent être proposés à un employeur, quels sont les critères des intervenants et puis quels sont vos critères. Et justement, pour pouvoir échanger là-dessus, je vous ai posté dans la fenêtre de conversation un lien vers un sondage. C'est simplement une question à laquelle je vous invite à répondre à partir de maintenant. Et puis, on regardera ensemble les résultats à la fin de l'intervention de Madame Rochard de Pôle emploi, qui, elle, va nous expliquer justement dans quelles conditions elle propose à un employeur les 3 premiers dispositifs qu'on a évoqués. Voilà, donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Daniel Coine et à Sylvie Blanchet pour nous présenter l'AFPR, la POI et le parcours TPE-PME. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis donc Daniel Coine. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui donc 2 mesures que certains d'entre vous doivent sans doute connaître. Mais l'idée aujourd'hui étant bien d'attirer votre attention sur le rôle de l'entreprise dans la mise en place de ces mesures. Alors, 2 premières mesures, donc qui sont des mesures qui se mettent en place quand le demandeur d'emploi est encore bien demandeur d'emploi et non pas salarié d'entreprise. Donc, c'est avant qu'il rejoigne l'entreprise. C'est donc l'AFPR et la POI. AFPR, ça veut dire action de formation préalable au recrutement. Donc, vous voyez bien que même dans l'intitulé, on est bien préalablement au recrutement. C'est une formation qui peut durer maximum 400 heures. La formation peut être en interne. Quand on dit interne dans le sens de Pôle emploi, c'est-à-dire que l'entreprise s'est déclarée comme étant centre de formation. Nous avons quelques grosses entreprises dont c'est le cas et c'est quelque chose aussi que l'on encourage puisque là, ça remet effectivement l'entreprise au sein de son rôle d'apprenant. Donc, en interne, en externe, donc dans un centre de formation externe ou en tutorat. Donc, vous voyez là déjà, l'entreprise en tutorat peut, avant
que la personne rejoigne son entreprise peut donc être formatrice. La prise en charge donc, de Pôle emploi, c'est donc un dispositif Pôle emploi donc, financé par le conseil régional, est de 5 ou 8 euros de l'heure, selon si la formation est en interne, en externe ou en tutorat. Comme je vous le disais, statut de l'apprenant, il n'est pas salarié de l'entreprise, il est bien stagiaire de la formation professionnelle. Donc, ça veut dire que sa rémunération est prise en charge par Pôle emploi et qu'il ne compte pas à l'effectif de l'entreprise. Pour les publics cibles, puisque nous avons, surtout dans ces périodes de tension très forte sur le marché du travail, nous mettons en place des encouragements, j'allais dire, des choses qui sont incitatives pour que les entreprises recrutent des demandeurs d'emploi un peu plus éloignés. Comme nous sommes conscients de l'effort que ça peut demander aussi pour l'entreprise, nous avons donc des prises en charge qui sont un peu plus élevées. Donc, typiquement, dans le cadre de la FPR, donc, je vous le rappelle, FPR, c'est dans le cadre d'un contrat de travail entre 6 mois et 1 an. Et pour les publics cibles que sont les demandeurs d'emploi de longue durée, les personnes handicapées ou les jeunes qui bénéficient d'un accompagnement CEJ ou AIJ, la prise en charge que vous avez vue aussi dessus est revalorisée à 12,50 € si c'est de l'interne ou du tutorat et à 18 € si c'est de l'externe. Donc, vous voyez, on encourage là aussi l'entreprise à s'intéresser à des publics différents et à monter des parcours d'intégration pour des publics différents. Si l'entreprise est en capacité de proposer un contrat de travail d'un an ou plus, alors à ce moment-là, on va lui proposer ce qu'on appelle l'APOI, préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc là, c'est pareil, vous entendez le mot préparation. Donc, c'est bien là aussi pour adapter un demandeur d'emploi à un poste. Donc, dans le cadre de la PEI, là aussi, on est sur un format de 400 heures maximum avec une possibilité de formation en interne ou en externe. Mais depuis le début de l'année également, il est possible de mettre en place une PEI en 100% à FEST. Donc là encore, on voit bien l'évolution des choses où de plus en plus, on se rend compte que l'entreprise doit être apprenante et elle a vraiment son rôle à jouer en tant qu'entreprise apprenante. Et le statut donc, de la personne, de l'apprenant, va être donc stagiaire de la formation professionnelle, donc idem que pour la FPR. La personne n'est pas à charge de l'entreprise, elle est bien stagiaire de la formation professionnelle. Et dans le cadre de la PEI, les prises en charge, puisqu'on voit bien que ça peut être de l'interne, de l'externe, ça peut être du tutorat, ça peut être de la FEST, eh bien la prise en charge est déplafonnée. Alors, déplafonnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, en fonction du parcours qui est mis en place, on va bien sûr être sur des prises en charge qui vont être plus faibles si on est sur du papier crayon que si on est par exemple sur des soudeurs. Donc, l'importance aussi là d'adapter notre prise en charge aux besoins de l'entreprise via le parcours du demandeur d'emploi. Voilà pour ces deux premières mesures et je vais donc passer la parole à ma collègue Sylvie Blanchet pour le parcours TPME. Merci Daniel. Voilà, donc dans le cas où la durée d'une AFPR ou d'une POI est insuffisante pour former le futur collaborateur, parce qu'effectivement l'entreprise va avoir besoin de plus de temps pour former le futur collaborateur, et dès l'instant où l'effectif de la future entreprise est inférieur à 50 salariés et qu'elle propose également un contrat de travail minimum de 6 mois, on peut mettre en place un parcours TPME. Donc, comme l'a rappelé Daniel, dans le parcours TPME, en fait, on va avoir le même statut de l'apprenant. L'apprenant va être stagiaire de la formation professionnelle et des prises en charge qui vont être à peu près identiques à la FPR et à la POI sur, bien sûr, des demandeurs d'emploi qui vont être plutôt éloignés de l'emploi. Merci Sylvie. J'ai oublié de dire que n'hésitez pas à poser des questions dans la fenêtre de conversation. C'est moi qui les relayerai aux intervenants, mais voilà, n'hésitez pas au fur et à mesure du déroulé à poser les questions au fur et à mesure où elles vous viennent. Merci beaucoup pour ces présentations. On va s'intéresser de savoir comment ça se passe concrètement dans la relation en face à face avec l'employeur, Madame Rochard. Qu'est-ce qui vous amène en fait à proposer l'un de ces trois dispositifs à un employeur? Alors, globalement, c'est vrai qu'on est dans un contexte de taux de chômage qui est très bas. Donc, globalement, on se retrouve avec des publics qui ont, dans tous les cas, besoin peu ou prou de formation.
Donc, Excusez-moi un petit instant, Madame Rochard. Est-ce que on vous entend pas très bien? Est-ce que il est possible, voilà, peut-être de rapprocher un petit peu le micro, d'augmenter un tout petit peu le volume parce que voilà, je pense qu'il y a des mots qu'on ne saisit pas tout à fait. est-ce que là, vous m'entendez mieux? On va tendre l'oreille. Vous avez le temps d'oreille? Je ne sais pas comment monter le son du coup. Alors, ou alors... Oui, je vais mettre le micro au plus près de ma bouche. Donc, je disais que les mesures d'adaptation, on va globalement les proposer systématiquement aux entreprises dès le dépôt d'offres, de manière à ce qu'elles puissent aussi avoir ça en tête lorsqu'elles vont recruter. Parce qu'effectivement, on a un taux de chômage très bas et c'est vrai qu'on a des profils qui, bien souvent, ne sont pas adaptés, plus ou moins d'ailleurs, à ce que cherche l'entreprise. On va proposer a fortiori des mesures d'adaptation lorsque l'entreprise nous dépose une offre pour un métier en tension, par exemple le métier de coiffeur, le maçon, l'électricien. Là, dernièrement, j'ai eu une mesure pour un technicien chaudière-gaz. Également, on va être amené à le proposer aux entreprises qui acceptent des profils débutants acceptés, aux entreprises qui sont dans une démarche plus de recherche d'un candidat avec des qualités personnelles plus qu'un diplôme ou une expérience. Également dans la situation où le poste requiert une formation, mais que pour des raisons X ou Y, on n'a pas la solution de formation, notamment par le biais d'un centre de formation proche de notre zone géographique, ou encore si l'entreprise nous évoque un parcours d'intégration parce qu'elle sait que tout nouveau Oui, dans l'entreprise je crois qu'il y aura a besoin un d'une petit formation. problème technique. Allô? Oui. Oui. Excusez-moi. Moi, je voulais vous rappeler la suite à... Attendez, excusez-moi, il y a une personne qui a son micro allumé et qui passe, qui est diffusé devant tout le monde. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Je vais essayer de la capter. Oui, Madame Rochard, allez-y, je vous en prie. Attendez, voilà. Donc, si effectivement l'entreprise nous évoque des dépôts d'offres, un parcours d'intégration, formation, on va également être amené à proposer cette solution de mesure d'adaptation. C'est également le cas lorsque l'entreprise va nous dire j'ai identifié un candidat, il me plaisait bien entre guillemets, son savoir-être, tout correspond, mais il lui manque de compétences, donc je ne vais pas le retenir. Donc, dans ces cas-là, effectivement, on va reparler des mesures d'adaptation pour enlever le frein que peut avoir l'entreprise. Et puis enfin, on va également proposer ces mesures d'adaptation pour promouvoir une candidature que nous amène un collègue d'une personne qui n'a pas les compétences. Alors, ça peut être un collègue CSJ, un collègue qui a un portefeuille de demandeurs AIJ ou tout autre collègue qui, en regardant l'offre, se dit mon candidat, je pense que ça pourrait aller, mais il faut le faire monter en compétences pour qu'il puisse prendre le poste dans de bonnes conditions. Voilà, donc dans tous les cas, comme le précisait Daniel, notre mission, c'est vraiment de faire comprendre à l'entreprise que son rôle est déterminant lorsqu'elle s'engage sur un dispositif de mesure d'adaptation et puis qu'on lui fait confiance, on lui délègue la formation d'un candidat. Voilà. Il faut bien évidemment que l'entreprise ait la volonté, mais aussi qu'elle puisse, parce que les deux vont ensemble, former un candidat. Voilà. Ensuite, quels échanges vous avez avec l'entreprise pour construire le parcours? Alors, les échanges sont plus ou moins nombreux selon l'autonomie de l'entreprise à construire le parcours de formation. C'est vrai que, notamment lorsqu'on a des TPME, quand on leur parle plan de formation, c'est très abstrait pour eux. Ils ne voient pas trop ce qu'on attend d'eux. Ce sont des experts métiers, mais pour autant, formaliser les choses, expliquer du coup, par exemple, ce qu'un électricien va être amené à faire, finalement, ça leur semble assez difficile. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment avoir un questionnement approfondi auprès de l'entreprise de manière à avoir déjà une vue du contexte du recrutement qui soit clair. Est-ce que c'est une création de poste? Est-ce que c'est un remplacement? Également, bien évidemment, du poste proposé. Est-ce que l'entreprise elle a une fiche de poste qui pourra nous servir de document de référence et aider à mesurer l'écart entre les compétences que peut avoir le candidat et celles qui sont attendues au sein de l'entreprise?
Cette notion de compétence attendue est vraiment très importante pour permettre à l'entreprise aussi de cibler le bon candidat qui est les bons prérequis. Notamment, par exemple, sur les savoirs de base, je reviens toujours à mon électricien, mais il faut effectivement qu'ils puissent faire des calculs, des choses comme ça. Et effectivement, quand ils vont cibler le candidat, ils vont avoir ce regard lors notamment de l'entretien, ce questionnement aussi, ils vont l'avoir face au candidat. Et puis également savoir si, par exemple, pour l'électricien, c'est quelqu'un déjà à la base qui a, à titre personnel ou à titre professionnel, des compétences en bricolage. Quelqu'un qui sache manier les outils simples, perceuse et autres. Donc voilà, c'est vraiment important. On va également utiliser la fiche métier, la fiche ROM. Donc on va reprendre effectivement les différents éléments avec l'entreprise pour bien cibler concrètement les attendus sur le poste. Et puis, on va la questionner sur les perspectives à venir, parce que ça va aussi conditionner la possibilité de mettre en place l'une ou l'autre mesure. Est-ce que c'est un recrutement sur du moyen long terme et la pérennisation du poste également. C'est important que le candidat qui sera sélectionné puisse également avoir cette vue d'ensemble pour pouvoir s'investir ou pas dans un dispositif de mesure d'adaptation. On va également, par le biais du questionnement, évaluer la capacité et la volonté de l'entreprise à former et lui faire dire concrètement voilà, quels moyens elle envisage de mettre en œuvre par rapport à cette mesure d'adaptation. Une fois que le candidat est identifié, on a une nouvelle phase, nous, que l'on va mettre en place. On va encourager la mise en place d'une mesure d'adaptation, pardonnez-moi, d'une période d'immersion, c'est ce que je voulais dire, une période d'immersion parce qu'elle va avoir un intérêt et pour l'entreprise et pour le candidat. Pour l'entreprise, ça va lui permettre d'évaluer, de vérifier concrètement, comme on disait, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être du candidat, d'identifier ses compétences manquantes, déjà dans l'idée de concevoir un plan de formation. Et également, et ça c'est non négligeable, la capacité du candidat à s'intégrer à l'équipe en place. Ça, c'est vraiment une dimension très importante. Hein. C'est parfois ce qui nous a empêché de mettre en place la période de mesure d'adaptation parce que déjà, voilà, ça ne convenait pas en termes d'intégration au sein de l'entreprise. Donc, l'employeur va également pouvoir être rassuré parce que ça va lui permettre, cette période d'immersion, d'aller vérifier la motivation du candidat sur le poste de travail et également sa capacité à apprendre. Toujours en lien et dans cette perspective de montage d'un plan de formation à la suite. Pour le candidat, ça va lui permettre de savoir s'il se projette sur ce poste et dans cette entreprise, et également de constater concrètement ses besoins à lui. Il va se rendre compte par lui-même de ce qui lui manque par rapport au poste envisagé. Donc à la fin de la période d'immersion, on va demander à l'entreprise de compléter une fiche bilan, idéalement avec le candidat, parce que l'échange est vraiment important dans le cadre du montage d'une mesure d'adaptation, et de nous en faire le retour, de manière à ce qu'on puisse débriefer également avec l'entreprise et le candidat sur ce qui s'est passé et comment il voit les choses pour la suite. Est-ce qu'il y a un souhait réciproque de poursuivre avec le montage d'une mesure d'adaptation ou pas? Voilà, donc à cette étape, si l'entreprise a suffisamment de recul sur les compétences du candidat, suite à nos échanges, aux outils du coup, fiche de poste et oui, effectivement, de nos échanges, on le laisse faire seul s'il nous dit « Ok, c'est bon, je vois ce qui est attendu, je vais réfléchir un plan de formation et je reviens vers vous ». Soit il nous formalise effectivement, non, il ne voit toujours pas très concrètement, il a besoin d'un appui. Et là, on va nous continuer à travailler avec lui, se voir en entretien et travailler sur un plan de formation. Ça nous arrive également quand c'est nécessaire, quand également de notre côté, on souhaite avoir des précisions, d'aller en entreprise de manière à pouvoir observer le poste de travail et réaliser quelque part une analyse du poste pour pouvoir peaufiner le plan de formation avec l'entreprise. Voilà, donc on va également questionner l'entreprise sur le moment pour former, parce que c'est aussi une condition de réussite. Si l'entreprise est sur une forte période d'activité, alors par exemple pour un poseur de toile, l'automne-hiver, ou encore pour les métiers de la vente, le mois de décembre par exemple, on ne va pas être dans un contexte de sécurisation du parcours parce que l'entreprise ne va pas pouvoir prendre le temps de former l'apprenant
Donc, c'est vrai qu'on va vraiment également questionner sur ce moment pertinent pour former. Également, la notion de tuteur. Est-ce que le tuteur a été identifié? Est-ce qu'il est volontaire? Ça, c'est pareil, c'est vraiment une clé de réussite, hein. Le fait que le tuteur soit complètement partie prenante de ce projet de formation, savoir si effectivement on va le questionner, savoir quelle expérience il a dans l'entreprise, quelle expérience il a du poste, est-ce qu'il a été formé comme tuteur, et également on vérifiera quand le tuteur n'est pas entre guillemets formé, on va travailler avec lui aussi sur ces questions de posture parce que parfois dans les petites entreprises, le tuteur peut avoir tendance à être trop proche du candidat, entre guillemets, pas oser dire les choses en fait. Donc il faut effectivement qu'il ait cette posture d'enseignant, de tuteur, et puis les qualités requises pour former, l'écoute, la patience, la pédagogie. Voilà, c'est vraiment les clés de la réussite parce que effectivement, c'est ce qu'on leur dit souvent, être tuteur, ça ne se décrète pas. C'est pas parce qu'on est un bon professionnel qu'on va pouvoir être en capacité de bien former un apprenant. Vous m'entendez toujours bien? Comment? Vous m'entendez toujours bien? Oui, oui, tout à fait. Oui, ça va? D'accord. Donc, je poursuis mon propos du coup. Par rapport au tuteur, donc c'est important aussi qu'ils connaissent le candidat, donc il y a vraiment un temps de prise de contact avec le candidat, et puis qu'ils connaissent son parcours professionnel à ce candidat et ses compétences actuelles. Il faut également que l'entreprise, et ça on alerte aussi l'entreprise sur le fait que le tuteur soit au courant du contexte du recrutement et du poste qui est bien évidemment prévu pour le stagiaire, et puis du contenu du plan de formation. Idéalement, on aime bien voir le tuteur aussi, mais ce n'est pas toujours possible de voir le tuteur, le futur stagiaire et puis le responsable de la formation dans le cadre d'un entretien, mais on porte ce message quand ce n'est pas possible pour que le responsable de la formation voilà, vraiment prenne ce temps de cadrage avant le début du plan de formation et que tout soit clair pour tout le monde. On a une question pour vous, Patricia, de la part de Anne. Est-ce que vous proposez un dispositif pour former les tuteurs? Non, nous, au titre de Pôle emploi, on ne propose pas de dispositif de formation du tuteur. Je ne sais pas si après... On en parlera tout à l'heure. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, on explique que ça existe, hein, mais effectivement, on a plus tendance peut-être à renvoyer vers les locaux voilà, quand c'est quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis un petit moment, voir effectivement ce qui est possible en termes de montée en compétences pour quelqu'un qui est déjà salarié de l'entreprise. Et donc, vous nous avez expliqué que donc une immersion est un peu souvent le SAS qui permet de poser un certain nombre de conditions et puis ensuite de construire le parcours. Comment ça se passe, la formalisation, le démarrage en fait de la période de formation et le suivi que vous en faites? Alors, du coup, par rapport à la période, enfin, au suivi, en fait, nous, on est, dès lors qu'on commence un dossier, on le suit de bout en bout. Donc, nominativement, hein, c'est moi, Patricia Rochard, qui vais assurer le suivi du début à la fin. Et le suivi, le nombre de contacts qu'on peut avoir avec l'entreprise et les modalités vont varier. Mais il y a des étapes clés, notamment une fois que le montage de la mesure d'adaptation est réalisé, on va avoir un bilan à mi-parcours avec le responsable de formation, également le tuteur et le demandeur d'emploi pour faire le point sur l'évolution du candidat au sein de l'entreprise, non seulement concernant ses compétences, mais aussi son intégration. Et on va vérifier si les modalités pédagogiques conviennent au candidat, savoir qu'effectivement il évolue dans le bon sens et à un rythme suffisant aussi pour pouvoir espérer qu'au terme de la formation, les objectifs en termes de compétences soient atteints. Donc, on va sécuriser qu'il y a bien des points réguliers également qui sont faits avec le tuteur, de manière à sécuriser un petit peu tout ça. Et le but du bilan intermédiaire, c'est justement d'identifier s'il y a des axes d'amélioration et de pouvoir trouver des solutions le cas échéant. Ça peut être par exemple sur un défi d'éducation suivre. On vient en conseil aussi auprès du tuteur et du futur salarié. Par exemple, il y avait un salarié qui ne prenait plus jamais de notes. Et effectivement, alors c'est des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, hein, mais effectivement, on va intervenir sur des conseils plus ou moins pointus pour faire en sorte qu'on puisse atteindre les objectifs et que le parcours de formation
soit facilitant pour toutes les parties, que ça coule un petit peu de source. Idem pour le candidat, donc lors de ce bilan intermédiaire, il va pouvoir s'exprimer librement sur son ressenti. Et puis, l'idée, c'est vraiment de s'assurer aussi que les deux parties se projettent toujours sur un contrat de travail à la suite de cette période de formation. On peut également faire intervenir notre collègue psychologue du travail quand on voit qu'il y a effectivement des zones de risque, soit ça peut être une fragilité du candidat, ou on sent que voilà, on sent qu'il y a quelque chose de particulier, mais parfois on n'arrive pas forcément à pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas. On va effectivement être amené à inviter notre collègue à cet entretien de bilan, à mi-parcours, pour effectivement avoir son appui et qu'elle puisse venir en conseil et à l'entreprise et au candidat. Et puis, il y aura un bilan final avec les parties où, effectivement, on fait le point, voir ce qui reste éventuellement à acquérir, parce que parfois, pour des raisons plus directes, il reste encore des compétences à acquérir. J'ai envie de dire, dans tous les cas, il reste des compétences à acquérir, mais peut-être plus ou moins. Et on va effectivement voir ce qui est prévu après, parce qu'on rappelle que la mesure d'adaptation, c'est une étape à l'intégration du salarié. On ne prétend pas que suite à la période de formation-adaptation, on aura un candidat qui sera, entre guillemets, si je me permettre, au taquet. On va être sur un salarié qui va rester débutant, qui certes aura acquis de nouvelles compétences, mais qui restera à accompagner. Et là, c'est tout le rôle de l'entreprise dans le cadre de l'intégration du salarié. Merci beaucoup, Patricia, pour ce témoignage très concret sur la mise en œuvre de ces mesures. On avait envie de vous montrer aussi les résultats objectifs, j'ai envie de dire quantitatifs, après ce témoignage qualitatif. Donc voilà, j'invite Daniel à reprendre, à ouvrir son micro pour simplement donner quelques points de repère quantitatifs sur ces mesures. Merci Nadine. Donc effectivement, vous voyez que ce travail est un travail cousu main, j'allais dire, par nos conseillers. Et donc, ce qui est intéressant, bien sûr, l'objectif, c'est l'insertion. Et bien, l'insertion des bénéficiaires, donc d'AFPR, de POI et de parcours TPME, fait vraiment ses preuves. En 2019, c'est 5000 bénéficiaires sur les Pays de la Loire, donc c'est beaucoup. Et 6 mois après la formation, donc là, ça englobe également les PEC que certains doivent connaître, qui est une mesure plus collective. Et bien, sur une cohorte de la cohorte de 2018, on était à 80% d'insertion. Celle de 2019, on était un peu 86, pardon, et celle de 2019 un peu plus bas, 77%. Mais en fait, ça s'explique par le fait que des gens sont arrivés sur le marché du travail en 2020, et 2020, ça nous chante une mauvaise chanson. Donc voilà, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ces mesures d'adaptation font vraiment leur preuve, et on est sur plus de 80% d'intégration, parce que là encore, on est vraiment sur une mesure d'adaptation et on est très proche des besoins de l'entreprise. Merci Daniel. On a une question pour toi. Non, tu ne vas pas pouvoir refermer ton micro tout de suite. Il y avait un souhait tout à l'heure de Romain d'avoir un complément d'information sur le financement de l'ingénierie AFEST pour les POEI. Alors, pour les POEI, donc c'est un petit peu là, du coup, comme pour le tutorat, c'est-à-dire qu'il y a un coût, j'allais dire, qui est décidé. Si par exemple, on décide qu'il faut 400 heures d'AFEST, on va aller jusqu'au bout, 400 heures d'AFEST pour que la personne soit formée, eh bien, ça va être une négociation entre l'agence Pôle emploi et l'entreprise pour évaluer quel va être le coût horaire qui va vraiment représenter, en fait, la prise en charge de cet AFEST. Je ne sais pas si c'était exactement ça la question. Mais du coup, il n'y a pas de prix minimum et de prix maximum. C'est vraiment de la négociation au cas par cas en fonction de la nature de l'entreprise. Parce que, par exemple, c'est pareil pour une entreprise qui va être sur du papier crayon. Bien évidemment, très certainement que le coût horaire de l'AFEST dont on va décider va être inférieur que si on est sur un soudeur, par exemple. Parce que là, effectivement, il y a de la matière première, etc. C'était le sens de la question ? Si la personne a besoin de compléments, elle pourra reposer une question. Tout à l'heure, on vous a soumis un sondage aux participants pour voir. On a eu un témoignage de Madame Rochard sur comment et pourquoi elle proposait des mesures de formation par l'employeur. On avait envie de vous demander, pour vous, quels étaient les critères. Alors, est-ce que pour les quelques personnes qui ont répondu, c'est plus un prétexte à l'échange, est-ce que vous avez
faire ressortir prioritairement, c'est y a-t-il un candidat d'identifié et c'est quel est le statut de ce candidat et quel est son souhait. Et puis, il y a également quel est le besoin de compétences de l'entreprise, quelle est la formation recherchée. Hein. On a vu notamment avec la question de l'existence d'une offre de formation à proximité. Quelle est l'organisation RH de l'entreprise? Est-ce que c'est une organisation apprenante? Et puis, ce qui vous a paru peut-être arrivé en dernier, même si ça compte sans doute quand même, c'est les possibilités de financement du parcours. Voilà. Alors, j'arrête le partage pour pouvoir revenir sur le support. On va passer maintenant sur le dispositif du contrat de pro expérimental avec vous, Monsieur Levoyer d'Acto. Donc, merci de nous en dire un petit peu plus sur, je disais tout à l'heure, une modalité du contrat de pro qui reste sans doute relativement méconnue encore aujourd'hui, même si elle est arrivée avec la réforme de 2018. Donc, on peut se dire que ça a quelques années déjà. Oui, bonjour à tous. Donc, Loïc Levoyer, je suis chef de projet au sein d'Acto sur les dispositifs essentiellement à l'emploi. Effectivement, comme disait Nadine, c'est un dispositif qui existe déjà, qui a été, c'est une expérimentation sur 3 ans, donc qui vient d'être prolongée de nouveau. Alors, peut-être avant nous avons la nuance ou la différence qui peut exister avec un contrat de professionnalisation classique. Peut-être le contexte de mise en œuvre qui avait été défini, c'est que effectivement les contrats de professionnalisation, on était essentiellement sur des publics jeunes, souvent qui allaient vers des formations. C'était souvent une continuité de parcours de formation initiale. Vous voyez bien vers des dispositifs tels que des bacs pro, BTS. Donc là, on était aussi avec un public jeune, donc c'était peu de demandeurs d'emploi. C'était de pouvoir toucher un public demandeur d'emploi et un public, on va dire, aussi adulte, et avec aussi un public plus éloigné de l'emploi, qui n'était pas forcément dans une continuité ou recherche de parcours de formation, qui ne répondait pas forcément à leur demande ou à leurs souhaits. Donc voilà, ça c'était un petit peu le pourquoi de cette mise en œuvre. Alors, le contrat de professionnalisation expérimentale, c'est comme un contrat de professionnalisation en termes de public. Il s'adresse à tous les publics éligibles au contrat de professionnalisation, donc, que vous connaissez, donc tous les personnes jeunes, on va dire les moins de 26 ans, ou tous les publics de plus de 26 ans qui sont demandeurs d'emploi. Avec quelques dérogations sur des publics spécifiques qui sont au RSA ou avec les allocations du handicapé qui ne sont pas forcément en situation de demandeur d'emploi. Mais on est sur 2 catégories, plus de 26 ans, demandeurs d'emploi, moins de 26 ans, donc toute situation. Ensuite, ça s'adresse à toutes les entreprises, donc voilà, peuvent prétendre à ce contrat de professionnalisation expérimentale, ou aussi des structures associatives qui rentrent dans ce champ-là. Donc voilà, ça c'est pour cibler les personnes et le public. Et on reprend, et le cadre qui est présenté, c'est le cadre du contrat de professionnalisation toujours classique, avec les modalités d'une formation, avec des temps minimum de 15% du temps de formation à 25%. Donc on va reprendre exactement le même cadre du contrat de professionnalisation. La différence notoire, c'est que dans le cadre du contrat de professionnalisation expérimentale, il n'y a pas de validation. D'ailleurs, c'est là où vous voyez le document qui est présenté. C'est qu'il déroge effectivement à cette obligation d'une validation de parcours. C'est vraiment un des éléments majeurs à retenir par rapport à l'objectif de ce contrat. On va voir maintenant la mise en œuvre, parce que là, on a le cadre. Je ne sais pas si j'ai vu qu'il y avait une question. Je la réserve. Je vous laisse présenter votre diapo suivante et puis on va répondre ensuite à la question de Carole. Alors, là, vous avez un petit peu le cadre de mise en œuvre.
voilà, comment cela se met en place. Donc, on a effectivement l'employeur hein, qui va effectivement recruter, embaucher une personne qui va avec l'objectif de le former au plus près de son besoin réel, puisqu'on n'est pas dans un parcours qualifiant, voilà, qui va suivre on va dire un programme pédagogique déjà établi, parce qu'on est sur une validation de parcours. Donc, on est dans le cadre d'un parcours de formation qu'il faut retenir au plus près du besoin de l'entreprise. Et effectivement, il va être mis en place un parcours de formation adapté aux besoins de l'entreprise et aussi au regard des compétences déjà existantes au niveau de la personne, puisqu'on va avoir un parcours qui va être personnalisé. Et cette mise en œuvre de ce parcours, il est mis en œuvre par l'OPCO. C'est l'OPCO qui va accompagner l'entreprise dans la mise en œuvre de ce parcours. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y aura une première étape qui va être la définition des compétences à acquérir avec la construction d'un parcours de formation. L'entreprise va lister les compétences, on parle même de référentiel métier, en fait, qui est une fiche de poste détaillée hein, pour donner l'image. Et à travers cette liste de compétences requises pour le poste, pour la mission, avec l'OPCO, l'entreprise va établir le parcours en fonction des compétences à acquérir de la personne. C'est-à-dire que si elle a déjà des compétences dans un domaine, effectivement, on va le constater. On ne va pas lui faire une formation sur une compétence qu'elle a déjà acquérie. Et on va articuler ce parcours de formation dans le cadre d'une alternance, parce qu'on va bien avoir un planning de formation qui va être établi avec des temps de formation. Et puis après, il y a des temps où la personne va être en activité dans l'entreprise. Alors, on peut combiner toutes les modalités pédagogiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir un parcours de formation interne dans l'entreprise, on peut mixer effectivement les modalités pédagogiques, donc on peut avoir de la formation externe, évidemment, s'il y a des éléments qui peuvent être, pour lesquels l'entreprise n'a pas la compétence ou il est plus judicieux de suivre un parcours externe. Il y a eu une question aussi de la FAST qui peut être mis en place aussi dans le cadre de ce contrat. Donc voilà, on va combiner en fonction aussi des compétences, du besoin et des ressources aussi formatives de l'entreprise. Donc effectivement, à partir de là, il y a un parcours qui est validé avec les différentes. On a vu les différentes cas de figure, internes, externes, et avec un planning qui est défini dans le temps. Donc là, on est sur la mise en œuvre du parcours. Effectivement, après, l'OPCO, il y a un suivi qui est attribué à l'OPCO. En fait, sur la base de fiches de suivi, où il y a effectivement qui sont à compléter avec l'entreprise, le salarié et l'OPCO, qui ajustera d'ailleurs, si nécessaire, le parcours de formation aux besoins. Et en fait, il y a une évaluation finale qui est en fait un bilan final qui se fait toujours pareil avec le salarié, l'entreprise et l'OPCO, déjà pour mesurer l'intégration ou mesurer aussi s'il y a d'autres compétences de nouvelles peut-être à acquérir sur un autre, qui peut partir sur un autre dispositif. On en arrive donc à la question de Carole, qui est sans doute représentative de questions que se posent les professionnels qui rencontrent des entreprises de différents secteurs d'activité. Est-ce que tous les OPCO peuvent mobiliser, financer le contrat de pro expérimental ? Alors, je vais répondre. Je ne suis pas normand, mais je peux vous apporter une réponse. Oui, ils peuvent, puisque c'est un dispositif de droit commun. Par contre, effectivement, il y a des OPCO ou des branches, parce que c'est vrai que l'OPCO, il est que le reflet des décisions de branches professionnelles qui peuvent favoriser la mise en œuvre ou encourager la mise en œuvre du contrat pro expérimental et parfois avoir un regard plus réservé.
l'exemple des branches, du discours, certaines branches, effectivement, regarde, les branches sont les partenaires sociaux, il faut bien comprendre, où elles vont plutôt rechercher des contrats qui sont avant tout validants. Donc, tout ça dans le cadre, on va dire, de pérennisation de parcours, de pouvoir avoir des transferts de compétences. Donc, voilà, il y a certaines branches qui vont estimer que dans leur domaine, c'est des choses qui sont peut-être moins judicieuses et qui vont effectivement pas le valoriser. Par contre, dans le principe, si effectivement une demande d'une entreprise sur ce cadre-là, l'OPCO va étudier sa mise en œuvre et juger si c'est opportun de la mise en œuvre, si on a tous les éléments requis aussi pour la mise en œuvre, notamment si on est dans le cadre d'un parcours de formation interne, il faut que l'entreprise ait les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce parcours de formation interne. Et on peut imaginer que dans certaines TPE, dans certaines organisations d'entreprise, il n'y aura pas l'organisation requise pour la mise en œuvre. Et là, c'est vrai que la branche a peut-être jugé que dans les organisations globales de ces entreprises, on n'a pas ces éléments requis. Alors nous, on ne pouvait pas inviter tous les OPCO aujourd'hui pour vous présenter le contrat de pro-expérimental, mais effectivement, il y a des nuances, comme vous l'indiquez, mais on a la chance d'avoir parmi nous ce matin Pierre Grenier, qui est également connecté, qui est le délégué régional de Constructis. Donc peut-être j'invite Pierre, si vous voulez bien, juste en quelques minutes, la mise en œuvre du contrat de pro-expérimental chez Constructis. Bien sûr, merci. D'autant plus qu'il y a une question très en lien avec notre OPCO dans le fil de discussion. Comme le disait mon homologue, les OPCO peuvent se saisir de ce dispositif, mais ça dépend de leur décision de branche. En ce qui concerne Constructis, Constructis, je vous le rappelle, OPCO de la construction, bâtiments, travaux publics, négoce, la décision de mobilisation du contrat de pro-expérimental, elle est récente. Elle date d'octobre 2021. Donc, pour Cap Emploi 53, il est fort possible qu'il y a 12 ou 18 mois, nous vous ayons répondu que ce n'était pas mobilisable. C'est assez récent chez nous. Pour autant, ça y est, nous avons déployé cette modalité, cette expérimentation. Grosso modo, sur le même schéma que celui qui a été présenté, celui du droit commun. L'idée, c'est de s'adresser à des publics chez nous plus éloignés de l'emploi, qui ne pourraient pas entrer dans des alternances classiques, contrats d'apprentissage ou contrats de professionnalisation certifiants. Et nous donnons à nos adhérents et aux candidats la possibilité d'accéder à deux types de parcours. Un parcours, on va dire, non certifiant, mais assez classique, qui est composé de blocs de compétences, d'un titre par exemple, ou des modules d'un CQP de branche, souvent réalisés en externe, où là, c'est l'OPCO et l'entreprise qui valident le parcours. Nous avons également la possibilité, et là, c'est aussi vraiment le fondement du contrat de pro-expérimental selon nous, de mettre en œuvre des parcours de formation sur mesure. C'est-à-dire qui intègrent de la formation externe, c'est toujours obligatoire chez nous, mais également de la formation interne, voire de la modalité AFEST. Et dans ce cas-là, nous exigeons, là, c'est une particularité chez nous, par exemple, qu'il y ait un organisme support, ce qu'on appelle un organisme architecte, qui assure le positionnement du candidat, la construction du parcours de formation et le suivi et la réalisation, parce que, voilà, comme d'autres branches, nous avons, un tissu économique composé essentiellement de TPE, d'artisans, qui n'auraient pas la capacité de conduire en totalité seul le parcours de formation quand il est en interne. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne, qui demande un gros travail à nos conseillers et aux organismes architectes, mais qui répond à un vrai besoin. Un besoin de rentrer en alternance des publics très éloignés de l'emploi, un besoin de sur-mesure pour nos entreprises, et puis qui répond aussi à parfois la problématique de l'offre de formation qui n'est pas au plus près de l'entreprise. Et donc là, le fait de déployer tout cela en interne résout une partie des problématiques que nous rencontrons avec nos adhérents.
Merci beaucoup, Pierre. Loïc, on va se retrouver à la fin du webinaire, mais on va passer maintenant sur la dernière partie avec un nouvel arrivant dans cette catégorie de dispositifs permettant de former un candidat en interne au moment d'un recrutement, donc le parcours emploi tutorat déployé par la région depuis le 1er mars. Donc Emmanuel, est-ce que tu peux nous présenter ce nouveau dispositif? Absolument Nadine, avec plaisir. Bonjour à tous, je suis Emmanuel Zarka, directeur adjoint de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à la région. Les formations d'adaptation à l'emploi et l'entreprise apprenante sont des priorités de nos élus Christelle Morancé, André Martin et Jean-Luc Catanzaro pour répondre aux tensions et aux besoins de recrutement des entreprises. Donc, pour compléter le panel de dispositifs qui vous a déjà été présenté, ils ont choisi, à l'occasion de l'approbation de la mobilisation pour l'emploi, de développer ce nouveau dispositif qui est une formation d'adaptation à l'emploi qui est mise en œuvre soit via une formation tutorée qui correspond à ce qui vous a été présenté tout à l'heure par Daniel dans le cadre de l'AFPR ou en action de formation en situation de travail, mais elle va se faire, cette formation, juste après le recrutement. Et donc, la priorité a été donnée au recrutement en CDI, parce que c'est un peu un trou dans la raquette qui a été identifié dans les dispositifs qui ont été jusqu'à présent présentés. On a vu tout à l'heure que la FPR, ça permettait de faire de la formation en tutorat, mais pour des contrats de travail de 6 mois à 1 an. Là, eh bien, on voyait qu'il y avait un manque sur le CDI. Alors, l'idée, c'était de le faire dans le cadre du plan de développement des compétences, c'est-à-dire dans le cadre du plan de formation, mais juste après le recrutement en CDI. Donc, c'est un dispositif qui est encadré par le registre des aides à la formation, comme la plupart des dispositifs qui vous ont été présentés. Et surtout, c'est un dispositif qui est chaînable avec d'autres dispositifs. Alors, c'est chaînable avec les dispositifs de formation pour les demandeurs d'emploi qui sont dans le bloc prépa, ceux qui sont dans le bloc visa métier, visa sanitaire et social. Et puis, ces formations d'adaptation à l'emploi du bloc accès dont Daniel vous a présenté certaines. Donc, la POC, c'est chaînable. On peut faire une formation POC qui après faire un parcours emploi tutorat pour sécuriser l'intégration d'entreprise. On peut le chaîner aussi avec une préparation opérationnelle emploi individuel. On peut le chaîner avec un parcours TPME. Donc, ces formations d'adaptation à l'emploi qui sont une priorité, comme je le disais tout à l'heure. À cet égard, c'est 10 millions d'euros qui sont confiés cette année à Pôle emploi par la région, en visant des fonds du plan d'investissement dans les compétences, pour booster ces POI, ces POEC et ces AFPR. Alors, parcours emploi tutorat, ce n'est pas chaînable avec l'AFPR parce que, comme je le disais, AFPR égale CDD de 6 à 12 mois, parcours emploi tutorat, c'est CDI, donc là, ça ne matche pas. Mais avec tous les autres, c'est chaînable. Et puis, c'est un dispositif qui peut être éventuellement cumulable avec des dispositifs similaires des OPCO. En revanche, on ne peut pas faire un parcours emploi tutorat en même temps qu'un contrat de pro expérimental. Ça, c'est pas possible, ou un contrat en alternance. Sur le dispositif, c'est 3 millions d'euros, en plus des 10 millions que je vous évoquais tout à l'heure qui sont consacrés par nos élus, avec un objectif de 2500 prises en charge pour cette année. Voilà pour un peu les éléments de cadrage. On va rentrer un peu dans le détail du dispositif, Nadine. Donc, ce parcours emploi tutorat, c'est pour financer des formations tutorées. Donc, c'est un salarié, un collaborateur, un dirigeant d'entreprise qui va former le nouvel arrivant. Alors, soit sous un mode tutorat, soit sous un mode en situation de travail via la FEST. Ça cible donc des recrutements en CDI. Donc, le minimum, c'est une offre d'emploi qui est libellée en CDI et qui est d'au moins 24 heures hebdomadaires et qui est déposée à Pôle emploi et très prochainement sur le portail web de la région de l'emploi. Cette mesure, elle s'adresse aux établissements, je dis bien aux établissements, pas aux entreprises, pas aux groupes, aux établissements. C'est-à-dire le site, il ne doit pas faire plus de 300 salariés, il doit relever du secteur privé, y compris associatif, c'est qu'en gros, ce sont tous les établissements qui sont accompagnés par les OPCO. On s'adresse à qui? On s'adresse aux demandeurs d'emploi plus éloignés de l'emploi. Alors, tout à l'heure, Daniel a parlé des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les travailleurs handicapés, les bénéficiaires du RSA. Là, tous ils sont concernés.
On est un peu plus large sur les demandeurs d'emploi de longue durée, puisque voilà, il y a un calcul 12 mois, 24 derniers mois, mais votre conseiller Pôle emploi pourra vous renseigner là-dessus sans difficulté. Mais on s'adresse également aux demandeurs d'emploi infra-bac. Donc, il y a une population des demandeurs d'emploi aussi qui est éligible à ce dispositif et qui n'était pas forcément dans la liste tout à l'heure des demandeurs d'emploi prioritaires pour le dispositif AFPR. Voilà à qui ça s'adresse en termes d'employeurs, en termes de demandeurs d'emploi et pour quel type de contrat de travail. Le principe, comment ça marche, ce dispositif, les employeurs le sollicitent sur le portail des aides de la région. Vous avez le lien sur le dispositif. On le retrouve bien évidemment sur Pro Choisir mon métier décrit en détail. Et donc, tout est détaillé sur le site de la région Pays de la Loire qui amène à un portail des aides pour saisir sa demande. Je précise que pour la saisie de la demande, il faut la faire non pas. Enfin, c'est mieux si c'est fait avant la signature du contrat de travail, mais ce qui importe, c'est qu'elle soit faite avant le démarrage de la formation. Et cette formation, c'est ce que vous voyez à droite, elle doit se dérouler dans les 5 mois après la signature du contrat de travail en CDI. Donc, en gros, c'est une formation, sa durée, c'est 400 heures. Vous voyez, c'est 400 heures de formation qui sont financées par la région à hauteur de 5 € de l'heure en tutorat et dans la limite de 2 000 €. Et si c'est fait dans le cadre d'une action de formation en situation de travail, c'est une prise en charge à hauteur de 7,50 €. Donc, vous voyez qu'on est sur les mêmes montants que l'action de formation au préalable au recrutement. C'est un peu un dispositif qui est en miroir de la FPR après le recrutement pour des formations tutorées. Alors, le principe, c'est d'être accompagné autant que faire se peut par son conseiller d'entreprise, Pôle emploi ou son conseiller d'OPCO. Ce dispositif, il a été pensé avec Pôle emploi et les OPCO, conçu, travailler ensemble. Donc, on le sollicite directement sur le portail des aides de la région qui, une fois la formation terminée, il y a un petit bilan à faire et le paiement de l'entreprise est réalisé à ce moment-là. Voilà, en gros, décrit vraiment rapidement ce dispositif. Toutes les informations détaillées sur Pro Choisir mon métier et sur le portail des aides de la région. Alors, je peux peut-être avancer, Nadine. Voilà, alors, à côté, on a entendu le sujet être évoqué tout à l'heure. Comme je vous le disais, nos élus sont attachés à encourager l'entreprise apprenante qui réussit ses recrutements avec du tutorat, avec des actions de formation en situation de travail de qualité, notamment dans cette période où tous ces dispositifs de formation d'adaptation à l'emploi sont particulièrement poussés et par l'ensemble des partenaires. Je vous le disais, 10 millions d'euros confiés à Pôle emploi pour augmenter ses budgets pour faire plus d'AFPR, de POI et de parcours TPME. Tout ça, c'est parce qu'on est dans un marché de travail tendu. 50% des offres d'emploi sont des CDI. Et donc, de l'autre côté, il faut qu'il y ait des salariés et des tuteurs formateurs AFES qui soient professionnalisés pour former ces nouveaux collaborateurs qui sont, je crois, un peu plus éloignés de l'emploi, pour savoir présenter son entreprise, son organisation, former au métier et puis avoir la posture adaptée lorsqu'on a des profils recrutés qui sont plus éloignés de l'emploi. Donc, qu'a fait la région pour ce faire? Elle a confié des fonds aux 11 OPCO, il y en a un qui n'a pas eu besoin de fonds, mais qui le fait quand même. Mais elle a confié près de 320 000 € pour cette année pour financer des formations de tuteurs dans l'entreprise et que ces tuteurs soient professionnalisés pour tutorer ces nouveaux arrivants. Donc, toutes ces formations au tutorat sont recensés par le Cariforec dans un espace dédié et donc les organismes de formation qui proposent aussi des formations au tutorat, de tuteurs à distance, tout est référencé sur Pro Choisir mon métier. Il y a le lien dans le diaporama. On a en permanence entre 50 et 70 offres de formation au tutorat ou à se former, à être formateur à FEST sur Pro Choisir mon métier. Je précise également parce que, alors voilà, on a le détail du dispositif, la formation de tuteur, avec ces fonds qui sont confiés aux OPCO. Les OPCO font de la formation de tuteur, souvent ils le font dans le cadre du contrat de pro. Ils ont des fonds pour former des tuteurs qui vont être les tuteurs des alternants dans le cadre du contrat de pro. En revanche,
il n'y avait pas forcément des fonds pour financer ces formations de tuteurs d'entreprise. D'où ce dispositif formation de tuteurs qui s'adresse là à tous les établissements tous les établissements des Pays de la Loire, c'est-à-dire quelle que soit la taille de l'entreprise. Ça permet de financer la formation de tuteurs pour des salariés, pour le dirigeant également, et puis aussi dans le cadre d'associations, de bénévoles encadrants, qui peuvent aussi, via ce dispositif, se former. Et ça, par exemple, l'OPCO Uniformation de la cohésion sociale ou l'OPCO AFDAS, qui accompagne ces associations, ont des fonds pour justement financer ces bénévoles encadrants. Donc, voilà, la prise de contact, ça se fait via l'OPCO. Toujours sur l'espace favoriser le tutorat en entreprise dans Pro Choisir mon métier, il y a aussi, lorsqu'on accompagne une entreprise, à partir du numéro de SIRET, comment faire pour identifier l'OPCO si elle ne le connaît pas. Voilà, tout est pris en charge par l'OPCO. Et donc, les fonds qui ont été confiés, ça permet d'avoir une prise en charge forfaitaire de 600 € par la région, par personne formée, ce qui permet de couvrir une formation de 3 jours, sachant qu'on a en plus des offres de formation, les formations de tuteurs qui se développent à distance. Donc, notre appareil de formation propose ces formations désormais à distance. On sait que voilà, dans une période où il y a des plans de charge dans les entreprises, se libérer parfois pour aller suivre une formation, c'est un peu complexe. Le distanciel peut faciliter cet accès à la formation de tuteurs. J'ai entendu parler tout à l'heure, Nadine, d'ingénierie d'AFEST. Je voulais dire également, alors on ne l'a pas présenté aujourd'hui, mais que la région est très investie sur l'entreprise apprenante et donc sur les actions de formation en situation de travail. Depuis longtemps, André Martin a souhaité qu'on puisse prendre en charge cette ingénierie d'AFEST. Donc, on a des fonds qui sont également confiés aux OPCO pour prendre en charge cette ingénierie d'AFEST qui peut être assurée par un organisme de formation qui va venir dans l'entreprise et qui va accompagner l'entreprise pour analyser la situation de travail, pour travailler à un parcours de formation, d'action de formation en situation de travail. Donc, il y a la ressource externe, parce que l'AFEST, c'est un peu plus complexe que du tutorat à mettre en œuvre. Et donc, on a compté 433 000 € aux OPCO pour pouvoir prendre en charge cette ingénierie d'AFEST et donc d'avoir cet appui, soit par des organismes de formation ou des consultants qui se sont un peu spécialisés sur le sujet, pour accompagner les employeurs qui veulent mettre en place de l'action de formation situation de travail. Donc voilà, parcours emploi tutorat, un dispositif complémentaire de formation d'adaptation à l'emploi. On avait perçu un trou dans la raquette, facilement accessible via le portail des aides. La formation de tuteur, un dispositif là, il faut s'adresser à son OPCO. Et l'ingénierie d'AFEST, idem, il faut s'adresser à son OPCO. Et la région a dégagé des moyens pour répondre à ces 3 besoins. Parfait, merci beaucoup. Je précise à ceux qui ne l'ont pas entendu, peut-être parce qu'ils sont arrivés en cours de webinaire, qu'on va vous envoyer le support en suivant. Donc, vous pourrez avoir accès aux différents liens cités par Emmanuel. Avant de terminer, on voulait faire un petit zoom sur un dispositif de contrat de professionnalisation en interne qui n'est pas mis en œuvre dans toutes les branches, mais qui, en revanche, est mis en œuvre depuis plusieurs années et qui fait l'objet d'un accompagnement pédagogique renforcé. Et on voulait, du coup, avoir un petit témoignage de la part d'Acto, Monsieur Levoyer. Dans le dispositif Prodiat, il y a un OF architecte. Quel est le rôle de cet OF architecte ? Alors, effectivement, comme disait Nadine, c'est un dispositif qui est spécifique au sein d'Acto et au sein d'ailleurs d'un certain nombre de branches. Il y a une quinzaine de branches qui l'ont validé. Et ce dispositif qui s'appelle Prodiat, c'est l'ancêtre du contrat pro expérimental, on va dire dans sa globalité, avec un élément. Alors, il peut être validé, il peut avoir une validation, notamment dans le cas de la convention collective. Comme le contrat pro expo, il n'y a pas forcément de validation, mais effectivement, il est lorsqu'il y a une mise en œuvre, il est accompagné, ce qu'on appelle un organisme formateur architecte, qui est en fait des consultants qui ont été identifiés, qui ont été, suite d'ailleurs à un appel à projet dans le cadre des marchés publics, donc qui ont été retenus, sélectionnés, pour accompagner l'entreprise dans la mise en place de ce parcours sur mesure, qui va être
majoritairement un parcours de formation interne, mais là aussi, on peut mixer la nature de la formation, hein, qui peut être aussi externe ou qui peut être aussi en AFEST, mais l'organisme architecte va va accompagner l'entreprise de A à Z dans la mise en place de ce parcours. On retrouve des similitudes sur le contrat pro expérimental, puisqu'on va travailler aussi l'entreprise va travailler sur un référentiel de compétences. L'entreprise, l'organisme architecte va travailler sur le parcours de formation. Il va veiller à la bonne exécution du parcours. Il va aussi accompagner l'entreprise sur la mise en place d'une structure de formation interne, puisqu'on est beaucoup dans le cadre de parcours de formation interne. Il faut que l'entreprise dispose de ces structures de formation interne, c'est-à-dire que il va avoir du matériel dédié, des locaux dédiés, des personnes ressources dans l'entreprise dédiées et articuler la pédagogie, le cadre, articuler effectivement l'action de formation avec le temps de travail, bien sûr, dans le cadre d'un planning de formation. Donc, tout ça aussi avec le salarié et tout ça aussi dans le cadre d'une sécurisation de parcours. C'est-à-dire qu'on l'objectif, effectivement, c'est de l'entreprise dans un marché tendu, elle puisse aller chercher des publics qui sont un peu éloignés de l'emploi, qui n'ont pas les compétences, et à travers, effectivement, en allant au plus près du besoin, effectivement, on va construire avec la personne ce parcours de formation avec une architecture dédiée et sécurisée dans la mise en œuvre, pendant et à la fin du parcours. Donc, on est dans une démarche de gagnant-gagnant entre l'entreprise qui peine à trouver le candidat qui répond à ses besoins, un salarié qui a une bonne posture, qui a un savoir-être, et on va rapprocher les deux. Et effectivement, le parcours, la durée va être variable. On respecte le cadre, toujours des 15 à 25% du temps de formation. Ça, c'est le cas du contrat pro. Mais on va avoir des parcours qui peut-être vont être sur 6 mois, parce qu'on peut avoir des parcours courts, parce qu'on a quelqu'un qui a déjà une compétence, ou que le poste nécessite, qui a déjà la compétence requise, ou une partie des compétences requises. Et on peut avoir des parcours plus longs, bien sûr, parce qu'on va être sur des métiers, un poste plus conséquent, ou quelqu'un qui va demander plus de temps d'intégration. Donc, on est dans une personnalisation. Monsieur Loyer, je suis désolée, le temps nous presse, on manque de temps pour aller plus en détail parce qu'il est déjà 12h05. Il y a eu quelques questions dans la fenêtre de conversation auxquelles Manuel Zarka a apporté des réponses en direct, notamment sur le financement de la formation de tuteur et comment faire pour être référencé en fait en tant qu'organisme de formation dispensant de la formation de tuteur. Écoutez, c'était un contenu riche avec beaucoup d'informations. Désolée de ne pas pouvoir développer davantage. Merci à tous merci à tous les intervenants pour vos témoignages extrêmement riches qui ont bien permis, je pense, d'aller sur la mise en œuvre concrète. Et puis, merci aux participants de votre attention et puis de vos questions qui ont permis aussi de rendre vivant l'exercice du début à la fin. Voilà, je vous souhaite à tous une très, très bonne journée et puis à bientôt.